Bonjour et bienvenue à ce webinaire dédié au financement. Donc, je suis Nancy Bompaka, je suis chargée des admissions sur les programmes MBA au sein de l'EDEC. Donc, le webinaire du jour, comme je le disais, est dédié au financement et plus particulièrement au financement en France, les mécanismes, les solutions qui sont possibles pour les personnes françaises ou résidents en France. On a à peu près 20 minutes ensemble. Donc, voilà, j'espère que ce webinaire va apporter plus de visibilité. Vous avez sur la droite de votre écran une boîte à questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, à les noter donc, dans cette boîte à questions et je serai ravie d'y revenir en fin de présentation. Ce webinaire est également enregistré, donc si jamais vous souhaitez revoir la vidéo, ce sera également possible. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais démarrer. Merci à tous d'être présents et d'être connectés. Donc, aujourd'hui, au niveau du financement, avant de plonger, on va dire, dans le vif du sujet, j'ai quelques astuces, quelques éléments clés que j'aurais souhaité partager avec vous. Donc, d'abord, quand on se lance dans la démarche de faire un MBA, il est important de définir son budget, d'avoir déjà une idée en tête parce que forcément, un MBA, c'est un coût en termes d'énergie, en termes de temps, en termes de travail, mais évidemment en termes de financement également. Il y a des frais de formation à prendre en compte, il y a des frais annexes aussi. Donc, c'est important déjà de faire le point un petit peu, de regarder voilà, le budget qui est disponible aujourd'hui par rapport à ce projet. Ce que j'ai noté également, c'est que c'est important de faire le point entre les différents frais qui vont être engagés dans le cadre de ce projet. Donc, comme je le disais, il y a évidemment les frais de formation, ce sont les premiers frais auxquels on pense, mais il y a également les frais de vie. Nous, à l'EDEC, on propose un MBA à temps partiel, mais on propose également un MBA à temps plein, donc qui nécessite donc le fait de se relocaliser. Si on n'habite pas dans la région, le MBA se fait à Nice, donc ça va entraîner des frais au niveau du logement, éventuellement au niveau de la vie de tous les jours. Donc ça aussi, c'est important de l'inclure un peu dans son calcul, mais également prendre en compte l'absence de salaire. Puisque sur le Global MBA, si je prends cet exemple, c'est le programme qui est à temps plein à Nice. Et donc, c'est-à-dire que pendant 10 mois, au minimum donc, de la formation, on va être concentré sur le programme MBA et on ne va pas pouvoir avoir une activité professionnelle et donc une rentrée de salaire comme c'était le cas jusqu'à présent. Donc, c'est important de prendre en compte un peu tous ces paramètres et de faire un peu la balance voilà, de tous ces éléments. Une fois que cela est fait, une fois qu'on a un peu cette visibilité sur les frais qui vont être engagés, sur un petit peu les contraintes que le programme va amener en termes d'organisation, en termes de financement, on peut étudier ces options. Donc, qu'est-ce qui est possible pour vous de faire? Quelles sont les pistes pour obtenir un financement? Est-ce que peut-être vous avez mis de l'argent de côté pour ce projet? Est-ce que vous envisagez de faire appel à des organismes tiers? Est-ce que vous souhaitez solliciter peut-être votre employeur actuel? Est-ce que vous souhaitez regarder ce qu'il existe en termes d'aide extérieure? Donc voilà, tous ces éléments-là, c'est important aussi voilà, de regarder, de voir ce qu'il est possible de faire. Et pour résumer un petit peu ces différents points, le fait de définir son budget, de faire la balance entre les différentes dépenses qui vont être occasionnées, c'est important de, on va dire, prendre son temps et d'anticiper un petit peu tout cela. Puisque, en général, quand on veut se lancer dans ce type de projet, comme le MBA, ça va demander un petit peu de temps. Le temps de mettre de recherche, rechercher quel programme, quelle école, quel prix, quel coût, mais également quelle solution pour moi. Ça demande en général plusieurs mois, on va dire, de préparation, même pour le dossier de candidature, pour les différentes échéances, les dates limites. Donc, c'est important d'anticiper, de commencer ces démarches dès que possible, de façon, on va dire, concomitante, ne pas hésiter donc à mettre cette question du financement dès le départ, en parallèle de son envie de candidater à un programme. Voilà quelques éléments sur lesquels je souhaitais attirer votre attention aujourd'hui. Maintenant,
si on réfléchit à la question du financement, quelles sont les pistes? Qu'est-ce qui existe en France? Donc, il y a deux cas de figure, on va dire. On peut être sur le cas d'un financement personnel et on peut être sur le cas d'un cofinancement. Donc, c'est-à-dire, on va faire appel à un organisme extérieur, à un tiers, pour nous aider aussi à financer ce projet de formation. Donc là, j'ai noté quelques exemples de ce qu'il existe aujourd'hui. Donc, dans le cadre de financement personnel, on compte le compte personnel de formation, également appelé CPF. Je pense que vous êtes sans doute familier de ce mécanisme. Il y a également donc, le prêt bancaire, qui peut entrer en ligne de compte. Selon la situation, selon que l'on soit salarié ou selon que l'on soit voilà, en recherche d'emploi, en transition, en reconversion professionnelle, il existe aussi donc d'autres organismes comme le Pôle emploi, notamment pour les demandeurs d'emploi, l'agence Transition Pro, dans le cas d'une reconversion professionnelle. On peut également faire appel à des tiers, donc, comme l'entreprise, par exemple, en fonction des cas de figure. L'entreprise peut également être un participant, un partie prenante de ce projet, mais également la région peut aussi être un acteur, peut vous aider dans cette démarche de formation, de financement. Et enfin, je ferai un focus sur ce que nous, au sein de l'EDEC, on propose, notamment en termes de bourse, pour vous aider à financer votre projet de formation. Alors, partant sur le financement donc personnel, j'avais noté deux éléments, donc le compte personnel de formation, comme je le disais, le CPF. Donc, au niveau du public auquel ce mécanisme, on va dire cette possibilité s'adresse, donc c'est pour les salariés, pour les personnes salariées, les personnes qui ont déjà travaillé en France. Donc, comment le compte personnel de formation fonctionne? C'est qu'il va être alimenté par l'employeur tout au long de la vie active. Donc, avant la réforme, c'était donc une certaine somme, on va dire un certain nombre d'heures, qui étaient disponibles sur le compte personnel de formation. Maintenant, depuis cette réforme, c'est plutôt une somme d'argent. Donc, le CPF a été monétisé, donc c'est une somme d'argent qui va être disponible et donc qui est rajoutée sur votre compte chaque année au fur et à mesure de votre vie active. Donc, aujourd'hui, c'est à hauteur de 500 € qui sont rajoutés par an. Et la limite maximum, le plafond, donc c'est 5 000 € qui peuvent être disponibles donc, sur ce compte. Donc, en tant que salarié, vous avez automatiquement donc, un compte personnel de formation. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter. Je vous ai mis ici le site internet, donc mon compte formation.gouv.fr. Donc, il y a aussi l'application. C'est très facile d'utilisation pour le créer. C'est assez rapide. On va vous demander simplement votre numéro de sécurité sociale. Et là, vous pourrez avoir accès donc, à votre compteur, donc également aux formations qui sont disponibles. Si vous souhaitez lancer une formation sur le biais du site, vous pourrez voir le catalogue des formations qui sont disponibles et éligibles avec ce mécanisme. Un point sur lequel je souhaiterais insister, c'est que là, vous voyez, j'ai fait mention de 500 € par an. Donc ça, c'est un mécanisme, on va dire, qui va être complémentaire. Il n'y aura pas forcément de prise en charge totale, mais c'est un mécanisme qui est un petit peu complémentaire avec ce que nous, par exemple, on va pouvoir proposer au sein de l'EDEC, ou même entre eux. Ils peuvent très bien se cumuler, se compléter. Donc, à côté du compte personnel de formation, vous avez également la possibilité de vous rapprocher de votre banque et de solliciter un prêt bancaire. Donc, nous, avec l'EDEC, on a un partenaire privilégié, donc, qui est la BNP, où on a un taux d'intérêt aujourd'hui, on peut vous proposer un taux d'intérêt de 0,7% et également la possibilité d'un remboursement en différé. Donc, à l'issue de la formation, vous pourrez avoir quelques mois, le temps de trouver un emploi, le temps de terminer comme il se doit la formation. Vous pourrez lancer le remboursement de ce prêt en différé, donc avec un taux préférentiel. Donc, ce mécanisme, les prêts bancaires sont soumis aux conditions, on va dire, classiques d'accès aux prêts. Donc, aujourd'hui, c'est ouvert aux Français, également aux résidents.
qui vivent en France et qui peuvent avoir un garant donc, qui sera éligible. Donc, ils ont accès à cette possibilité de prêt bancaire. Un conseil, par voilà, l'expérience aussi que l'on a au travers de nos différents candidats, c'est important de mettre en concurrence les différentes banques. Voilà. Aujourd'hui, on a ce taux avec la BNP. Peut-être qu'auprès de votre banque, vous pourrez avoir accès à un taux, un tarif voilà, préférentiel. Donc, n'hésitez pas voilà, à bien mettre en concurrence. Et je reviens à mon conseil un petit peu initial. Surtout, prenez vraiment le temps, anticipez voilà, ces démarches parce que ça vous permettra vraiment d'avoir de la visibilité et de la sérénité, on va dire, tout au long voilà, de votre démarche et de votre projet. Ensuite, ce qu'il y a d'autre également comme on va dire, mécanisme, comme possibilité, là, ça va dépendre un peu de votre situation. Tout à l'heure, je parlais du CPF, je mettais l'accent sur les personnes salariées ou ayant travaillé en France. Mais vous pouvez également vous trouver dans une situation où vous êtes en recherche d'emploi. Dans ce cas-là, quel va être votre interlocuteur? C'est le Pôle emploi. Le Pôle emploi, donc pour les personnes qui peuvent justifier de leur statut de demandeur d'emploi, les personnes qui sont inscrites au Pôle emploi. Donc, ça va venir englober le CPF, donc venir récupérer un petit peu tout, on va dire, l'argent que vous avez, la somme d'argent que vous avez de disponible sur votre compte CPF. Et puis, là, ils vont pouvoir, on va dire, un petit peu abonder ou rajouter voilà, une prise en charge de leur côté. Alors, au niveau de la prise en charge, elle est assez variable. Je ne peux pas vraiment vous donner de prix, de fourchette. Ça va vraiment dépendre de beaucoup d'éléments, notamment de la pertinence de votre projet, la pertinence de la formation. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de faire cette formation au niveau voilà, de la construction de votre carrière, de l'évolution de votre carrière? Il va vraiment falloir justifier la pertinence de la formation, vraiment motiver aussi le projet, motiver voilà, l'intérêt de la formation. Et ensuite, voilà, essayer de convaincre vraiment votre conseiller, puisque c'est lui qui va vraiment être le porte-parole auprès des différentes commissions qui se font en interne après au niveau du Pôle emploi. Donc voilà, il n'y a pas de fourchette vraiment que je peux vous donner aujourd'hui, mais mettez vraiment l'accent sur la pertinence du projet, la motivation. Donc là, ça va vraiment nécessiter de votre part de vous poser, si ça n'a pas déjà été fait, et de réfléchir au pourquoi de la formation. Pourquoi est-ce que c'est important de mettre vraiment cela en valeur, de constituer un dossier que vous pourrez présenter auprès de votre conseiller et que lui pourra ensuite défendre auprès des différentes commissions. Donc là, comme je le disais, la prise en charge peut être variable, ça peut être partiel, comme ça peut être total. On a déjà vu ce cas, nous, au sein voilà, de l'EDEC, mais pour cela, voilà, comme je le disais, la préparation, l'anticipation, la pertinence du projet, sont des éléments qui vont vraiment vous aider à appuyer encore une fois votre demande. Vous pouvez également être dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Alors, dans ce cas-là, l'interlocuteur, ça va être l'agence Transition Pro. Donc, les agences Transition Pro, il en existe plusieurs en France et elles sont plutôt régionales. Et donc, dans ce cas-là, c'est ouvert aux personnes qui peuvent justifier d'au moins 24 mois d'ancienneté, consécutifs ou pas, selon critères. Il y a la possibilité d'avoir fait 24 mois en tant que salarié, mais de façon un petit peu découpée. Là, selon les critères de l'agence, ça va pouvoir être pris en compte dans votre éligibilité à ce type voilà, d'aide, à ce type de mécanisme. Donc, l'agence Transition Pro à laquelle vous devez vous adresser, donc ça peut être soit celle de votre lieu de résidence ou bien celle de votre lieu d'activité. Donc là encore, les renseignements se trouvent assez facilement, on va dire, sur Internet, comme pour le compte personnel de formation, comme pour Pôle emploi. Vous pourrez trouver les renseignements assez facilement sur Internet. Donc, comme je le disais, l'agence Transition Pro, c'est régional, soit du lieu de résidence, soit du lieu d'activité. Et là, au niveau de la prise en charge, ça va être un petit peu pareil que pour le Pôle emploi. Alors là, évidemment, c'est sûr qu'en termes de motivation, de pertinence, on a toujours ces critères-là, parce qu'au mieux, on peut convaincre, au mieux, on peut apporter d'arguments un peu appuyant un peu la nécessité du projet, au mieux c'est pour les chances de réussir et d'aboutir. Mais en termes également en termes plus financiers, la prise en charge, elle va varier aussi en fonction de votre salaire de référence.
Donc ça, ce sont des éléments aussi à bien avoir en tête. Donc, ce que je souhaiterais appuyer par rapport à ces différentes instances, que ce soit Pôle emploi, que ce soit l'agence Transition Pro, ça peut prendre un petit peu de temps pour mettre en place ces différents mécanismes, pour avoir une réponse, pour que votre dossier puisse passer en commission. Donc là encore, je pense que je l'ai déjà bien répété, mais l'anticipation est vraiment la clé. Au plus tôt vous avez votre projet de formation en tête, au plus tôt, je vous invite à vous rapprocher de ces différentes instances, à étudier les options et à lancer des démarches pour justement ne pas être pris de court après par les différentes échéances propres à l'école, propres au programme, propres à la formation. J'avais parlé donc d'un côté d'un financement personnel, donc ça c'est un petit peu les démarches que vous pouvez mettre en place, on va dire seul, ou initier un peu de façon seule, même si vous faites appel à des organismes, mais voilà, on reste quand même sur une logique de financement à titre personnel. Vous avez également, s'il existe, un cofinancement. Donc il se peut qu'aujourd'hui, vous soyez salarié donc, au sein d'une entreprise, il se peut que le programme MBA, la démarche d'un MBA soit une démarche, on va dire, réfléchie avec votre employeur, soit une démarche un peu conjointe. Dans ce cas-là, c'est aussi une possibilité. Vous pouvez être ce qu'on appelle nous sponsorisé donc par votre employeur. Donc là encore, ça peut être une prise en charge totale ou partielle en fonction de ce qu'il aura été négocié. Donc, ça vient en complément on va dire, des mesures précédentes, notamment du CPF, du compte personnel de formation. L'entreprise peut venir s'ajouter, peut venir abonder, vous rajouter un financement donc, sur la partie donc, du reste à charge. Ou bien elle peut décider de prendre en charge la totalité des frais voilà, de formation, peut-être les frais de vie, voilà, mais ça aussi, c'est une possibilité. Donc, vous êtes peut-être dans le cas où vous souhaitez faire un petit break, voilà, vous mettre un point de disponibilité pour la formation. Et si c'est consenti, accepté par votre employeur, si ça fait partie, comme je le disais, d'une démarche conjointe, dans ce cas-là, voilà, c'est aussi une possibilité. Ou peut-être que vous êtes dans le cadre d'un plan de départ. Peut-être que voilà, ça peut être, le financement peut se faire dans le cadre d'une enveloppe négociée avec votre entreprise par rapport à ce projet. Là encore, tout est possible, mais en tout cas, ça peut très bien se cumuler donc, avec le CPF, également cumuler, on le verra plus tard, avec les bourses que nous, on propose au sein de l'EDEC. Et puis, comme autre acteur que vous avez également, c'est la région. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous renseigner auprès de votre région. Il y a certains nombres de mécanismes qui existent, qui varient en fonction des régions, évidemment, mais qui permettent justement aux salariés, aux demandeurs d'emploi, de financer un projet de formation. Donc, là encore, le mot-clé, anticipation. Alors, qu'est-ce que nous, à l'EDEC, on peut proposer en termes de financement, en termes d'aide financière? Donc, nous, on a une politique de bourse qui est assez, on va dire, transparente, puisque là, vous le voyez là, un peu le panel de bourses. Nos bourses vont de 20 à 50% de réduction sur les frais de formation. Et selon la situation dans laquelle vous êtes, vous pouvez justement avoir accès à une certaine bourse. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc des bourses, on va dire, de départ qui sont attribuées en fonction de la situation. Et vous avez également des bourses qui sont évolutives en fonction du score GMAT. Parce que l'un des critères, nous, d'admission dans la formation, c'est le score GMAT. Donc, je parle du GMAT parce que c'est un test un petit peu voilà, générique, le test le plus passé, mais on peut également, on accepte également donc, le GRE, qui est un équivalent aussi du GMAT. Et puis, pour les personnes francophones, il existe également le TAJMAJ. Donc, que ce soit le GMAT, le TAJMAJ ou le GRE, pour nous, on pourra très bien convertir les scores pour l'adapter à notre politique de bourse et pour vous donner aussi une réponse et de la visibilité en termes de financement.
Donc là, pour les personnes, on va dire, voilà, françaises ou européennes ou vivant voilà, en France, on a une bourse aujourd'hui, nous, de 30%. Donc, c'est une bourse qui est automatique. Bon, le seul critère que l'on va demander quand même pour valider, c'est d'avoir un score minimum GMAT de 600. Mais sinon, voilà, c'est une bourse qui est attribuée. Et puis, lorsque vous pouvez, voilà, vous avez la possibilité jusqu'au premier jour du programme de repasser le test GMAT si vous le souhaitez, afin d'augmenter, voilà, de pouvoir avoir accès à une autre bourse. Donc, si vous rentrez dans les conditions que nous, on a fixées, par exemple, pour la bourse premium, qu'on voit ici au numéro 5, qui est de 40%, c'est si vous arrivez à obtenir un score GMAT qui se situe entre 640 et 700. Alors, ces bourses ne sont pas cumulatives, mais elles se remplacent. Donc, c'est-à-dire que si vous aviez 30% aujourd'hui, en fonction de votre score, vous passerez plutôt à 40%. Ça ne va pas venir se cumuler avec les 30%. Mais voilà un petit peu le panel de bourses que l'on a. Alors là, c'est vrai que j'ai fait le focus sur les personnes françaises, européennes, mais après, voilà, on a également des bourses, une bourse notamment axée sur la diversité culturelle pour promouvoir justement la diversité, l'inclusion dans notre programme qui est donc de 20%. On a une bourse Make an Impact, donc celle-ci, elle est de 20% également, et elle se base plutôt sur les objectifs fixés par les Nations Unies en termes de développement. Donc là, on a mis le lien pour le site internet pour que vous puissiez voir justement le détail. Donc il y a différents éléments, hein. Ça peut être lié à l'éducation, lié à la santé, mais ce sont des objectifs, voilà, de développement. Et pour les personnes qui justement portent un petit peu ces objectifs voilà, dans leur projet, ou bien pu faire preuve, voilà, justement au travers de leur expérience, donc elles ont pu avoir un impact sur l'un, voilà, de ces projets. C'est une bourse, voilà, qui peut leur être attribuée. On a une bourse également pour les femmes qui va être de 30%, la bourse européenne donc de 30% également, et ensuite les bourses par rapport donc au score GMAT, donc ça va être une bourse premium à 40% et une bourse excellence à 50%. Donc, ce que j'ai mis comme astuce, vous pouvez le voir dans le petit encart en bleu, c'est la possibilité donc de passer le GMAT le plus tôt possible, le plus tôt et le mieux, parce que pour vous, ça vous permet déjà d'avoir de la visibilité sur les frais de formation. Et puis ensuite, quand vous allez enclencher vos démarches, que ce soit CPF, que ce soit solliciter peut-être l'employeur ou faire appel à un prêt, ça vous donnera quand même plus de visibilité sur les frais, on va dire, effectifs, sur ce qui va vous être demandé. Donc, vous pouvez passer le test GMAT. Vous pouvez ensuite, si vous êtes accepté, confirmer déjà votre place et puis ensuite, en fonction du score, repasser le score GMAT. Mais en tout cas, encore une fois, je me répète, donc sur l'anticipation, n'hésitez pas déjà à vous préparer par rapport à ce test-là pour maximiser aussi vos chances. Et après, voilà, si vous n'êtes pas satisfait du score de la première tentative, ce n'est pas du tout un problème. Vous avez la possibilité de repasser ensuite le test en toute, on va dire, sérénité. Voilà. Et puis, ce que je note, hein, c'est le mot de la fin, mais qui revient un peu, qui est revenu en fil rouge durant toute cette présentation, ça a été vraiment d'anticiper au niveau des échéances, au niveau du planning, au niveau du dossier de candidature, du financement. Tous ces aspects-là, c'est ce qui va demander quand même un peu plus de temps. Donc, ne pas hésiter à vraiment anticiper ces démarches. Vous allez peut-être que voilà, vous êtes au début de votre projet MBA, peut-être que vous n'avez pas encore parlé à votre employeur de ce projet. Donc, c'est vraiment l'occasion, voilà, de se poser et puis d'anticiper déjà, voilà, toutes les démarches pour avoir le maximum de visibilité et pas vous retrouver pris de court au terme, voilà, au courant du processus pour une question en fait de timing. Et enfin, on va dire un dernier conseil. Ce que j'ai noté ici, c'est le crowdfunding. Donc, c'est vraiment avoir cette ouverture aussi d'esprit. Parce qu'aujourd'hui, vous avez sans doute entendu parler du crowdfunding, des différentes cagnottes qui existent, que ce soit Litchi ou GoFundMe.
sont des moyens un petit peu moins classiques, moins orthodoxes, mais qui sont de plus en plus fréquents quand même, que l'on retrouve surtout à l'international. Donc, n'hésitez pas à regarder ce qu'il est possible, à vraiment être ouvert sur les différentes possibilités de financement. C'est vrai qu'il y a des moyens qui peuvent paraître un peu moins traditionnels, mais ne pas hésiter à vraiment, comme je le disais au démarrage de cette présentation, d'étudier les différentes options. Donc voilà, merci à vous, merci de votre temps, merci d'avoir été disponible. Alors, ce webinaire, il était vraiment dédié au cas particulier de la France. Le focus était vraiment sur la France, les possibilités qu'il existe en France. Il existe bien sûr des possibilités à l'échelle internationale. Je n'en ai pas fait mention dans le webinaire d'aujourd'hui, mais il existe aussi des organismes de prêt, par exemple, à l'international, ou d'autres mécanismes qu'il existe à l'international. Donc, si jamais vous êtes concerné par cette situation ou c'est quelque chose qui vous intéresse, on a récemment fait un webinaire dédié à cette question du financement international. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez avoir accès à l'enregistrement pour ces différentes thématiques. Donc, je vais regarder si j'ai reçu des questions. N'hésitez pas à le faire. Alors, hop. N'hésitez pas à intervenir. Donc, vous pouvez lancer les questions au niveau du volet sur la droite afin que je puisse les voir. Alors, j'ai une première question. Une personne qui demande est-ce qu'il est possible de travailler en même temps que l'on fait le Global MBA. Alors, le Global MBA, c'est l'un de nos programmes au sein de l'EDEC. C'est un programme à temps plein qui se fait à Nice et qui dure 10 mois. Il y a la possibilité d'étendre en faisant un stage ou en fonction du projet final que l'on aura choisi, mais ça dure en général 10 mois et c'est à temps plein. Donc, malheureusement, ça risque d'être compliqué de concilier à la fois une vie professionnelle et puis de suivre le programme puisque vous allez être sur un rythme assez intense. Sur des journées de travail complètes, donc en général de 9h à 16h30, 17h, donc des groupes de travail aussi après, donc ça risque d'être compliqué, c'est pas quelque chose que je recommanderais de pouvoir travailler. D'abord, il faut trouver la disponibilité, mais aussi en termes de travail, et si vous souhaitez que l'expérience soit un petit peu qualitative, c'est pas quelque chose que je recommanderais. Voilà. Alors, j'ai une question de Monica. En termes de délai, s'il vous plaît. Alors, j'aurais besoin d'un peu plus de précision. Alors, quand doit-on passer la bourse ou gagner l'examen, ou passer l'examen? Alors, là, c'est vrai que ça va dépendre un petit peu des organismes auxquels vous faites appel. Ce que l'on recommande, c'est au plus tôt le mieux. Donc, dès que pour vous, c'est évident que vous souhaitez vous lancer dans cette démarche d'un MBA, vous souhaitez faire une formation, c'est important de savoir quels vont être les critères, qu'est-ce qui va m'être demandé et en fonction de ça, d'ajuster un petit peu son timing. Par rapport au MBA, c'est vrai que moi, je dirais vraiment au plus tôt le mieux. Donc, c'est le GMAT, par exemple, c'est un test assez fréquent qui est demandé dans différentes écoles. Donc, n'hésitez pas déjà à commencer à le préparer pour déjà avoir aussi de vous sentir un petit peu plus en confiance quand vous devrez passer le test pour être à l'aise aussi et pas vous retrouver un peu prise de cours. Je dirais au plus tôt le mieux. En général, pour le GMAT, on parle de quelques mois de préparation, 2 à 3 mois de préparation. Donc, voilà, ayez ça un peu en tête au niveau du timing. Ce que nous, on propose à l'EDEC, c'est qu'il est possible de candidater sans avoir passé le GMAT ou bien les équivalents, le GRE, le TAJMAJ. Et dans ce cas-là, vous allez avoir une offre conditionnelle qui vous permet au moins de savoir si votre profil est éligible et si vous avez, si en dehors de cette question du GMAT, vous pouvez être accepté dans la formation. Et puis ensuite, on vous donne quelques mois pour présenter le test, pour nous envoyer votre score. Voilà, j'espère que ça répond à votre question, Monica.
Hop. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Je n'en vois pas d'autres. Là, je vous ai mis l'adresse email. Donc, c'est l'adresse email de l'équipe admission pour le Global MBA. Donc, mba.admission@edec.edu. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher donc, de nous si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent ou si vous envisagez peut-être de candidater pour un MBA pour cette année. Les candidatures sont toujours ouvertes ou bien pour l'année prochaine. N'hésitez pas voilà, à venir vers nous. On sera ravis de répondre à vos questions, de vous donner aussi plus de visibilité, de vous envoyer les enregistrements si jamais vous souhaitez peut-être vous remémorer ce qui aura été dit. Et puis voilà, on reste à votre disposition. Merci encore d'avoir été, voilà, d'avoir participé, d'avoir été attentif pendant cette présentation, pendant ce webinaire. Je vous souhaite une excellente fin de journée.